Albanie, vous allez sur www.albania.ax, nous avons information à gérer, etc. So, ouais, parce que quoi ici, on peut maintenant, qui est-ce qui prend une décision de faire ça? Ce sont nos leaders. C'est mon quartier qui prend une décision de faire ça. On crée un portail électronique de telle sorte que des nouveaux informations sur Haïti, qui viennent à parler de tel côté. On fait ça. On fait ça. Maintenant, si vous avez une information sur Haïti, vous allez sur www.president.org. Si vous avez une information sur Albanie, vous allez sur www.albania.ax. Nous avons information à gérer, etc. So, ouais, parce que quoi ici, on peut maintenant, qui est-ce qui prend une décision de faire ça? Ce sont nos leaders. C'est mon quartier qui prend une décision de faire ça. On crée un portail électronique de telle sorte que des nouveaux informations sur Haïti, qui viennent à parler de tel côté. On fait ça. On fait ça. Maintenant, pour l'institution, deux mots qui vont utiliser le plus décidé que va utiliser. On est en contact. Oui, parce que tu vas utiliser, mais tu vas utiliser parce que là, sur ça, le gros paquet, vraiment, on met une fiche. Dans les fiches là, il y a une information dans les fiches là, et puis au fiche là, il y a une information. On va avec un ordinateur qui dit, il faut avoir une information sur l'ordinateur. Deuxièmement, il faut que vous preniez une fiche. Une deuxième, ça va vous l'information de pour ça, nous déjà le sur l'ordinateur. Mais qui a l'avantage de 6 informations de son ordinateur? Qui a l'avantage de nous-mêmes, nous sommes liés à telle question qui service, à qui ça va être, à qui service mais il y a et comment faire la rue dans ça, comment faire l'infrastructure dans ça, comment faire nous-mêmes en termes d'espace de base, on va rien du tout. C'est bien aussi. Dans la réunion, là, on a le principe d'équité. Équité, ça veut dire que est-ce que tout le monde est même terrain? Pour le principe de transparence, même dans le principe de l'équité, c'est pas qu'il y a seulement mais moi besoin de sentir qu'à compter sous le moi pas ouais ou pas venir noir avec un doute et on vient raconter ma parole sous après de 3 jours sans pas attendre get on mon détail est-ce que vous voulez quitter est-ce que vous remplacez ou qui vous pas contacter après les 3 jours sans pas attendre on connaît ou qui bagaille pour raconter de 3 jours de 3 jours de 3 jours qu'on aime bien, on vit bien. Pour gérer, pas besoin l'autre que vous. Le nous à Dieu, on a parlé, plaisir ça. Moi je veux tout ça, me reménant. Ça arrive à me déposer que non, mais on reste comme ça qu'on aime. Il était difficile pour me choisir, on y a perdu le cabas et problème. Après des 3 jours sans pas attendre, get on mon détail. Est-ce que vous voulez quitter? Est-ce que vous remplacez? Pour qui vous pas contacter? Après les 3 jours sans pas attendre, on connaît ou qui bagaille. On peut aussi contribuer à la modernisation
Vous remontez comme ça. Si monsieur pas un problème, seulement de faire pour le faire. Et donc, moi programme dans le logiciel ça, et je prends shape file ça veut dire shape file, ça veut dire ça que je dessiné sous l'application. Et puis je mets des shape file dans l'application. Ce qui veut dire pas rien dans ça que tu fais. Moi juste prends shape file, je copier sur l'application. Et puis, le comme ça, pas de manette, c'est peser le bouton, on a. Voilà, on a qui ça que on a fait. Nous pouvons avec nous déraper. Et tu vas en Haïti, ce sont des qui étaient juste en Belgique. Là, tu fais comment? Donc, nous dérapé. Vous avez donné pour façade. Mais façade que tu veux voir. Mais route là, mais façade que tu veux voir. Donc, maintenant, nous allons sur façade. Nous avons programmé pour les voler à la même vitesse. Je crois qu'il est toujours sur la même vitesse. Il a toujours 4 façades. Ok? Je suppose que là, mais comme on peut virer, on va descendre légèrement plus bas pour virer pour le faire diagonale. Est-ce que là tu vas l'application? Application qui est instruction, c'est l'équivalent. Et là, il peut diagonale. Je demande des ballons diagonales. Donc, les diagonales vont être diagonales. La l'homme qui arrive dans la tête, l'eau en haut, il va descendre sur route à côté. Donc, on va virer, il va regarder l'eau, et puis il va descendre, à regarder l'eau. Ce que j'entends par esclaves, c'est des esclaves de la connaissance, c'est-à-dire par manque de savoir-faire et de compétences pointues, que nous devenions dépendants de ceux qui ont cette connaissance. Et je vais illustrer ça avec des exemples aujourd'hui, entre autres choses. Et je voudrais commencer par un article du MIT. C'est le MIT qui l'a dit, c'est pas Patrick Attier, hein, pas faute de moi. L'intelligence artificielle est en train de créer un nouvel ordre mondial colonial. C'est un article récent qui est sorti en 2022, en avril 2022. Vous voyez, donc très très récent. Donc, des chercheurs du MIT sont en train d'étudier un petit peu les impacts sociaux de l'intelligence artificielle pour voir un petit peu dans quelle mesure elle transforme les pays qui ne maîtrisent pas cette technologie en esclaves, entre guillemets, de ceux qui la maîtrisent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que faisait la colonie? La colonie venait dans un pays, volait les terres des gens et les ressources des gens et faisait de l'argent avec. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? On prend les données des gens, toute leur vie, et la beauté de la chose, c'est que les gens donnent ces données avec un grand sourire, avec beaucoup de plaisir, et ces données, les compagnies les accumulent, l'intelligence artificielle les classe, les traite, d'une manière générale, et ils les revendent. Et ils font des milliards de dollars avec ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après leur avoir donné toutes vos données, si vous ne dites pas une chose qui est en phase avec leur idéologie, ils vont vous retirer de la plateforme. Mais ils ont gardé vos données. Donc, ce qu'on entend par esclavage du 21e ou du 22e siècle, c'est ça, c'est une nouvelle forme de dépendance qui n'a rien à voir avec de la violence, je le répète, la race, la religion, le genre, ce genre de choses. Ça a à voir avec la société de la connaissance. Donc la première question que je vous pose, c'est est-ce que nous voulons, en continuant dans la voie dans laquelle nous allons, par une. Là, vous en avez une dizaine qui arrivent en même temps. Donc vous avez une révolution qui est en train de se produire, qui va se produire probablement sur les 10-15 prochaines années, mais vous avez une révolution qui est en train de se produire,
Et toutes ces technologies que vous avez là vont probablement être convergentes les unes vers les autres. Par exemple, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'Internet des objets utiliseront de l'intelligence artificielle. Donc, ces technologies ne sont plus exclusives. Elles vont être dépendantes les unes des autres aujourd'hui pour arriver à produire des objets, des produits beaucoup plus sophistiqués. Je vais Internet des objets à 1,6 trilliard de dollars avant 2025. J'essaie de trouver des chiffres avant 2025 pour qu'on puisse comparer évidemment les choses. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, alors ça c'était des chiffres en 2021. Entre 34 milliards et 547 milliards pour 2021. Et ça c'était avant que Mark Zuckerberg prononce le mot métaverse pendant un de ses discours. Aujourd'hui, il y a des grands débats suite à ça. Il y a des chercheurs très sérieux qui sont en train d'essayer de prouver que nous vivons ou que nous ne vivons pas dans des simulations. Que chacun de vous et moi, nous sommes des objets logiciels simulés par une civilisation avancée. Et c'est impossible de prouver le contraire aujourd'hui. Impossible. C'est impossible de prouver que c'est vrai, c'est impossible de prouver que c'est faux. Donc, tous ces débats sont lancés aujourd'hui et la réalité virtuelle permet d'apporter de la valeur ajoutée à cette discussion aujourd'hui. Donc, vous voyez le marché pour 2021. Il est déjà estimé à 6 milliards de dollars, je crois, pour 2022. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas sûr du chiffre, il faudrait le vérifier. Les crypto-monnaies, on est à 400 milliards de dollars, 40 milliards de dollars, pardon, avant 2025. Donc là aussi, voilà des marchés disruptifs. La crypto-monnaie qui s'appuie sur le blockchain, vous le savez, sont des marchés qui vont disrupter, entre guillemets, la finance, de manière générale, du mode de paiement, etc. Donc vous avez ici des technologies qui sont là, devant vous, qui se développent tranquillement. En Haïti, on n'a pas forcément le champ de vision qu'il faut pour les voir, même si on a accès à l'Internet, mais qui se développent et qui sont en train de tout changer et qui vont avoir un impact extrêmement important sur Haïti, sans même qu'on s'en rende compte. On parle déjà beaucoup de blockchain, de bitcoin, enfin de crypto-monnaie. La BRH a créé sa crypto-monnaie, etc. Donc vous voyez, ça bouge quand même. Mais ça se passe tranquillement. Et ce que je veux dire aussi, l'un des messages que je veux lancer à travers cette présentation, c'est peut-être une chose à retenir, c'est que ces technologies aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 5, 6, 7 ans, mais ces technologies aujourd'hui, techniquement, sont très accessibles pour des jeunes, pour des étudiants. Elles sont accessibles en termes de complexité, elles sont accessibles en termes de coût. Aujourd'hui, un jeune étudiant peut télécharger avec un ordinateur, qu'il a probablement déjà, peut télécharger les logiciels et tout ce qu'il faut pour développer de l'intelligence artificielle, pour développer de la réalité virtuelle, pour développer de la réalité augmentée, pour faire du blockchain. Les 3/4 des outils sont gratuits, et quand ils ne sont pas gratuits, ils sont très bon marché. Donc aujourd'hui, de la même manière que vous pouvez développer des sites web, des programmes, des bases de données, des choses comme ça, vous pouvez rentrer dans ces technologies de manière beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Les outils se sont simplifiés, et les coûts ont énormément baissé, voire sont devenus gratuits. Donc je voudrais insister là-dessus, il n'y a plus de complexe à avoir par rapport à ça. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans d'études, un master, une licence, pour rentrer dedans. Je ne dis pas que c'est simple, il ne faut pas travailler dur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que la demande est là. Et vous verrez que la demande n'est pas seulement grandissante en Haïti, elle est en train d'arriver en Haïti, dans tous ces secteurs, mais elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme à l'étranger. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en France. Le Covid, plus maintenant la guerre en Ukraine, a accéléré le besoin de recruter des ressources à distance et de les faire travailler à distance. Donc lorsque vous êtes positionné sur ces technologies, vous avez de bonnes chances de trouver du travail, si ce n'est pas en Haïti, à l'extérieur en travaillant depuis chez vous. On est en train de l'expérimenter là maintenant. Donc, c'est important de le savoir parce que, je vais en profiter pour vous poser une question. Qui est-ce qui étudie le droit dans cette salle? Personne? Je vois une main, deux mains, c'est pas beaucoup. Qui étudie la médecine? Un petit peu plus. Qui étudie les sciences sociales? 2-3 mains. Qui étudie l'informatique? Quelques-unes quand même. Très bien.
Je vais vous présenter dans... Vous pouvez descendre, tu peux descendre. Je vais vous présenter, vous montrer que ces métiers, ils sont en voie de disparition. Je ne veux pas vous déprimer. Alors, je vais quand même... Je caricature toujours un peu au début et je nuance après. Ok? Pour ceux qui sont en train d'étudier la médecine, quels sont ceux qui veulent faire de la chirurgie? Après leurs 7-8 ans d'études en médecine, qui veulent faire 2-3 ans de plus pour faire de la chirurgie. Personne? Très bien, donc la plupart, ceux qui ont levé la main, veulent être médecins généralistes, c'est ça? Ou peut-être avec une spécialisation? Vous savez que aujourd'hui déjà, vous avez des outils qui vous permettent de vous auto-diagnostiquer avec une précision extraordinaire. Des études ont été faites par des laboratoires de recherche, je ne les ai pas dans ces diapos, mais je les ai dans d'autres documents, qui ont montré que, par exemple, que les diagnostics sur le cancer ont un taux de réussite supérieur avec de l'intelligence artificielle spécialisée qu'avec un très bon médecin cancérologue. On parle d'une différence de 80% et 90%. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est de cet ordre de grandeur. Ça, ça veut dire que vos clients viendront vous voir dans 5, 6, 7 ans. Ils auront déjà un diagnostic hyper détaillé avec des choses auxquelles vous n'aurez probablement même pas pensé. Ils viendront vous voir peut-être pour confirmer. Pour confirmer ce diagnostic, vous ferez comment dire, vous les rassurez en disant oui, c'est vrai, la machine a raison. La plupart du cas, elle aura raison. La chirurgie. Aujourd'hui, les robots opèrent, mais les robots sont assistés par des humains. Parce que si la machine est en train de bêtiser, il faut que les humains soient là pour reprendre le contrôle, évidemment. La vie d'une personne est en jeu. Mais dans 10 ans, les humains ralentiront les robots. Les humains seront là pour paramétrer les robots, et les robots opèrent. On y est presque déjà. On y est presque. Donc je vous dis 10 ans, ça peut être 5, ça peut être 6, je ne sais pas. Mais ça va arriver. Donc lorsque vous apprenez ces métiers, je ne suis pas en train de dire, quand je dis ils vont disparaître, je plaisante un peu évidemment, mais il faut vous poser la question de comment je peux intégrer ces choses-là qui arrivent aujourd'hui dans ma formation. Et ne pas faire une formation traditionnelle en pendant que dans 7 ans, je serai encore pertinent. Vous serez pertinent à condition d'intégrer ces outils. Le métier du droit. Le métier du droit. Un grand cabinet d'avocats américains a participé à une expérience où ils ont fait analyser à des humains, par des humains, des contrats. Donc c'était des business lawyers, donc des avocats d'affaires, à qui ils ont fait analyser des contrats d'affaires, pour essayer d'identifier les vices de forme, les erreurs dans les contrats. Et ils l'ont fait aussi avec une intelligence artificielle spécialisée dans ce domaine. L'intelligence artificielle, là aussi, a eu plus de 8% de taux de réussite, en plus que les avocats humains. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'intelligence artificielle l'a fait en 2 minutes. Les avocats ont pris des heures pour le faire. Donc vous voyez, ce que je veux vous montrer, ce n'est pas des paroles d'évangile. Hein. Les choses peuvent évoluer, mais ce sont des tendances dont vous devez être conscient. Et ce n'est pas évident parce qu'on vit tous dans notre petit environnement en Haïti, on n'est pas forcément conscient de ces choses-là, on les découvre au fur et à mesure. Moi, c'est des choses que j'ai découvertes récemment en lisant, en me documentant, et je vous avoue que j'étais assez choqué de voir ces choses-là. Donc vous avez ici les principales sources de disruption. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Vous voyez à la fin, on parle de l'espace. Voilà une disruption qui arrive, Starlink, la compagnie d'Elon Musk, qui vous permettra d'avoir un accès Internet juste en pluguant votre antenne qui s'orientera automatiquement sur le satellite et vous permettra d'avoir de l'Internet au débit, je crois, pour 90 ou 99 $, quelque chose comme ça. Donc, si j'étais un fournisseur d'accès Internet aujourd'hui, je me poserais la question, comment je vais m'adapter à ça? Parce que j'ai des infrastructures sur place, j'ai des antennes, j'ai des relais, j'ai toutes sortes de choses. Je n'en ai plus besoin avec Starlink. Je suis directement pointé vers un satellite qui est à orbite très basse. Ça veut dire avec un temps de latence qui est très très bas, qui est très très faible. Donc voilà des technologies disruptives qui arrivent. Ça devait arriver en Haïti à la fin de l'année dernière, c'est un peu retardé. Ça sera probablement en Haïti d'ici la fin de cette année. Et même si ça arrive 6 mois après, c'est pas très grave. On y est presque.
Ce que je veux dire, c'est qu'on y est presque. Je ne veux pas m'engager sur du temps ou des durées, mais on y est presque. Je vais sauter ces diapos parce que Libra, a priori, ça ne se passe pas très bien pour eux. L'enseignement à distance, on en a beaucoup parlé. Donc je ne vais pas revenir sur les beautés de l'enseignement à distance, je vais vous parler d'argent encore. La première expérience d'un master en ligne de formation à distance a eu lieu à l'université de Georgia Tech, à Washington DC. Ils ont c'était en 2014, ils ont mis le premier master en informatique en ligne, entièrement en ligne, pour 7 000 $. 7 000 $. Le coût d'une année à Georgia Tech, si vous allez dans les salles de classe, c'est 60 000 $ pour un master. Donc pour 7 000 $, ils ont mis ce master en ligne. C'est le premier master en ligne validé par une grande université américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu en 2014 380 étudiants, vous le voyez à droite. Première expérience. 380 étudiants. Maintenant regardez, en 2019, je ne dis pas de bêtises, en 2019, ils sont à 8672 étudiants. 8672 étudiants. Faites le calcul. En ligne, combien d'argent ils font? 8672 fois 7000, ça fait à peu près 60 millions de dollars. Sur une année. Sachant que pour gérer 8000 étudiants en ligne, ça demande beaucoup moins de ressources que pour gérer une cinquantaine d'étudiants en présentiel. Parce que les profs qui développent les cours, ce n'est pas eux qui tutorent les étudiants, ce sont leurs assistants étudiants qui font le tutorat de ces étudiants. Donc les coûts baissent à tous les niveaux. Maintenant regardez, en présentiel, vous avez dans une classe de master une quarantaine d'étudiants, à 50 000 $ l'an. Allez, soyons conservateurs, PI, 50 000 $. Ça fait quoi comme rentrée? Ça fait 20 millions de dollars sur l'année. En distanciel, à 7 000 $, ils font 60 millions de dollars. En présentiel, à 50 000 $, ils font 20 millions de dollars. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc vous voyez, la formation à distance, c'est pas pour la beauté d'impact social. On vient ici vous vendre la formation à distance comme une affaire extraordinaire qui va sauver le pays, qui va vous permettre tous de devenir des génies et d'obtenir des doctorats. Je caricature là encore, évidemment. Mais il y a un modèle économique derrière qui est très sérieux. Donc de deux choses l'une. Soit nous développons nos propres programmes et nous investissons dans ces programmes pour faire de la formation à distance de qualité. Sinon, les étudiants haïtiens iront passer ces diplômes en ligne en restant en Haïti. Ils auront des diplômes de grandes universités américaines pour 7 000 $. Et les prix vont baisser au fur et à mesure que la quantité de gens servis diminue. Là aussi, il y a de l'intelligence artificielle enragée derrière ça. La correction des notes, la gestion des étudiants, enfin un tas de thèmes qui sont gérés et automatisés par l'intelligence artificielle. Okay? Donc vous voyez encore quelque chose de disruptif, c'est le modèle économique des universités dans le monde, hein, on ne parle pas qu'en Haïti, dans le monde. Donc est-ce qu'on sera esclave, entre guillemets, de ces programmes? Parce qu'on dira Georgia Tech, MIT, les universités américaines ou européennes, on va aller là parce qu'en Haïti, on n'a pas réussi à offrir la qualité dans ces programmes. Donc ça, ce sont quand même des opportunités aussi qu'on peut essayer de saisir sous peine de donner notre argent à l'extérieur pour suivre ces formations. J'ai parlé de la médecine, du droit, des transports. Vous avez entendu parler des compagnies d'Elon Musk qui sont en train de révolutionner ce qui se passe au niveau du transport. Je voudrais dire un petit mot, vous pouvez baisser, sur l'aspect, l'impact politique aujourd'hui des réseaux sociaux. Vous regardez les nouvelles, vous le savez, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux contrôlent un petit peu la parole, contrôlent la liberté d'expression, contrôlent ce que vous dites dessus. On a vu plein d'exemples de ça. Des bons exemples, des mauvais exemples, on en a vu beaucoup. Donc aujourd'hui, on arrive à un niveau politique de l'importance de ces technologies. C'est plus juste des technologies pour s'amuser, pour les geeks, pour bricoler dans leur coin. Ce sont des technologies qui commencent à avoir une influence sur les résultats d'événements politiques dans les différents pays. On l'a vu en France récemment, on l'a vu aux États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça,
on continue à le voir. Vous avez vu la révolution qu'Elon Musk est en train de faire en rachetant Twitter, avec des employés de Twitter déprimés, prêts à démissionner, etc. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là sont en train de bouger en ce moment. Je voudrais dire un petit mot sur la recherche. Et je vous dis une autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que, et je vous invite à en chercher, si vous en découvrez, dites-le moi, aucun pays de la planète ne se développe économiquement sans avoir une approche agressive sur les sciences et les technologies. En Afrique, on parle beaucoup du Kenya, dans les télécoms, dans les paiements en ligne. On parle beaucoup du Rwanda, qui est en train d'investir énormément dans la recherche, dans les universités, etc., justement pour créer cette valeur. On va voir aussi un exemple en Afrique. Vous allez voir que il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui qui ont leurs propres satellites. Et vous allez voir, certains de ces pays ne sont pas plus riches qu'Haïti, et ils ont mis leurs satellites en ligne. On parlait tout à l'heure d'agriculture, justement pour pouvoir essayer de voir un petit peu ce qui se passe chez eux et de pouvoir prendre des décisions, justement, dans le domaine agricole. C'est la raison essentielle pour laquelle ils le font. Je reviendrai sur le QI, le quotient intellectuel. Il y a une étude amusante qui a été faite, qui a essayé d'évaluer le quotient intellectuel des populations de la planète, donc de différents pays. Vous allez me dire, mais c'est scandaleux d'évaluer le quotient intellectuel d'une population. On ne peut pas dire qu'une population est plus bête ou plus intelligente qu'une autre. Attention, on ne dit pas ça du tout. On est en train d'évaluer selon certains critères. Et les critères, c'est non seulement le niveau d'éducation de ces populations, mais qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans leur éducation. Donc les questions qu'on leur pose, ce sont des questions de raisonnement logique, des problèmes à résoudre, etc. etc. Pas forcément des problèmes mathématiques, hein, d'ailleurs, mais des problèmes. Et on constate une chose qui est intéressante, c'est que les 6 premiers pays dans ce classement est vieux, je crois qu'il date de 2012, ça fait une dizaine d'années. C'est quand même intéressant. Les 6 premiers pays dans ce classement, vous savez d'où ils sont? Vous avez une idée? D'Asie. On peut discuter des chiffres, on peut discuter des critères, aucun problème. Mais il y a quand même une chose intéressante, c'est que les 6 premiers pays, ils ne sont pas premiers, puis 10e, puis 20e, ils sont les 6 premiers. Ce sont des pays asiatiques. La Chine, le Japon, Singapour, Hong Kong, Corée du Sud. J'ai oublié le 6e. Ils sont 6, je crois. Donc on est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 6 pays? Ils ont en commun que depuis la maternelle, ils ont énormément de cours de mathématiques, de cours de sciences. Et donc, on pourrait se poser la question, je ne dis pas que c'est une preuve, mais ils ont tous ça en commun. Donc on pourrait voir peut-être une corrélation entre ces choses-là. C'est-à-dire que ce sont des populations qui sont mieux préparées à la résolution de problèmes, au raisonnement logique peut-être, que d'autres populations. Et je peux vous dire qu'ils ont écrasé les Français, ils ont écrasé les Américains. Le pays qui vient juste après l'Asie, les 6 pays asiatiques, c'est l'Italie. Bizarrement. C'est l'Italie. Et si vous êtes intéressé par les nouvelles spatiales, par les nouvelles sur la mécanique quantique et ce genre de choses, vous verrez qu'il y a énormément d'Italiens dans la labo de recherche. Alors, est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas. J'étais surpris de voir la quantité d'Italiens qu'il y a. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je n'ai pas la réponse au pourquoi ou au comment. Je voulais juste partager ça avec vous pour peut-être que ça vous fasse réfléchir. Et sur les stratégies, on a parlé tout à l'heure de stratégie. Monsieur Mexil, on a parlé tout à l'heure de stratégie d'État sur la formation professionnelle, notamment, qui n'échappe pas aussi à la règle. Regardez une autre chose. Vous pouvez descendre encore, vous pouvez descendre. Non, descendez, la prochaine. Après ça, descendez. Voilà, regardez. Ça, c'est le cas du MIT. Quelle est, d'après vous, la plus grande source de revenus du MIT? Dites-moi, qu'est-ce qui vous vient en tête? Oui, vous avez lu le titre, hein, vous avez triché. Non, je plaisante. Et oui, c'est la recherche. Mais on pourrait se dire, écoutez, une année d'études au MIT, c'est 80 000 $. Hein, MIT ne plaisante pas avec sa scolarité. Une année d'études à MIT, c'est 80 000 $. Donc on pourrait se dire, écoutez, ils ont beaucoup d'étudiants, ils ont... La principale source de revenus, c'est la scolarité étudiante. Eh bien non. La scolarité étudiante ne représente que 10%, à peu près 10%, tuitions, des revenus du MIT.
Plus de 50% des revenus du MIT viennent de la recherche. C'est quoi la recherche? Le sponsoring de la recherche, c'est quoi? J'ai développé des compétences pointues que peu de gens ont et on me les achète très cher. C'est ça que ça veut dire, rien d'autre. Donc je ne me repose pas sur la scolarité des étudiants, ça c'est marginal. Ça représente un petit 10% de mes revenus. Plus de 50% de mes revenus, c'est le travail que je fais à travers les compétences que j'ai accumulées. Je suis devenu très bon, par exemple, en intelligence artificielle, parmi le meilleur de la planète. Je vais vendre ça très cher à ceux qui en ont besoin, aux entreprises, à l'État, etc., etc. Ok, donc c'est ça le message qui est peut-être derrière. C'est ce que j'entends par esclave, c'est des esclaves de la connaissance, c'est-à-dire par manque de savoir-faire et de compétences pointues, nous devenions dépendants de ceux qui ont cette connaissance. Je vais illustrer ça avec des exemples aujourd'hui, entre autres choses. Et je voudrais commencer par un article du MIT. C'est le MIT qui l'a dit, c'est pas Patrick Atier, hein. Parfois moi, ça, je peux se dire, oui, il va falloir qu'on travaille. L'intelligence artificielle est en train de créer un nouvel ordre mondial colonial. Peut-être pas devenir. C'est un article récent qui est sorti en 2022, en avril 2022. Vous voyez, donc très très récent. Donc les chercheurs du MIT sont en train d'étudier un petit peu les impacts sociaux de l'intelligence artificielle, experts, pour voir un petit peu dans quelle mesure elle transforme les pays qui ne maîtrisent pas cette technologie en esclaves, entre guillemets, de ceux qui la maîtrisent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que faisait la colonie venait dans un pays, volait les terres des gens et les ressources des gens, et faisait de l'argent avec. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? On prend les données des gens, toute leur vie. Et la beauté de la chose, c'est que les gens donnent ces données avec un grand sourire, avec beaucoup de plaisir. Et ces données, les compagnies les accumulent. L'intelligence artificielle les classe, les traite, d'une manière générale, et ils les revendent. Sans recherche, et ils font des milliards de dollars avec ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après leur avoir donné toutes vos données, si vous ne dites pas une chose qui est en phase avec leur idéologie, ils vont vous retirer de la plateforme. Mais ils ont gardé vos données. Pareil ici. Donc, ce qu'on entend par esclavage du 21e ou du 22e siècle, c'est ça. C'est une nouvelle forme de dépendance qui n'a rien à voir avec de la violence, je le répète, la race, la religion, le genre, ce genre de choses. Ça a à voir avec la société de la connaissance. Donc la première question que je vous pose, c'est est-ce que nous voulons, mais regardez le cas d'Israël. Vous voyez, Israël est une population de 9 millions d'habitants. Vous êtes d'accord? C'est comparable à Haïti. C'est le même ordre de grandeur. On est à quoi en Haïti? 8, 7, 8 millions d'habitants à peu près. 12? Oula, je suis moderne. Bon, vous voyez, bon, on va dire, ok, 9. Vous avez 8000 chercheurs en Israël par million d'habitants. 8000 chercheurs par million d'habitants. Je parle de chercheurs dans les domaines scientifiques et technologiques. 8000 chercheurs par million d'habitants. Ça veut dire que vous avez 70 000 chercheurs en Israël. Et ce que j'appelle chercheurs, je le répète chaque fois que j'ai l'occasion aussi, ce ne sont pas des gens qui ont écrit PhD sur leur carte de visite et qui n'ont jamais fait de recherche d'ailleurs, et qui ont obtenu un jour un doctorat dans une université et qui n'ont plus jamais fait de recherche. Ce que j'appelle chercheurs, ce sont des gens qui sont dans des labos de recherche, qui travaillent, qui essaient de publier, de créer de la connaissance qui soit utile localement, voire même à l'extérieur. Combien on en a en Haïti? On n'en a pas 30. Comparé avec le chiffre d'Israël, 72 000. Alors je ne prétends pas qu'on va avoir 72 000 chercheurs en Haïti dans 5 minutes. Hein. Je dis tout simplement qu'il y a un problème qu'il faut adresser. Et que ce ratio, il faut qu'on le monte. Lorsqu'on parle de développement économique aujourd'hui, sans parler de développement scientifique, je ne vois pas de quel développement économique on parle. Si vous avez un contre-exemple à me donner, je suis prêt. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Et donc vous savez qu'Israël a une des plus grandes, plus performantes Silicon Valley de la planète. Vous connaissez la Silicon Valley californienne, celle qui est à San Francisco, enfin dans la région. La Silicon Wadi, on surnomme Israël la Startup Nation. Vous voyez, ce travail correspond à entre 35 et 40% du GDP israélien. Entre 35 et 40% du GDP israélien provient des fruits de la production de la Silicon Valley. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait ça, vous avez 40% de la richesse israélienne qui part à la poubelle. Et Israël redevient un pays pauvre. Donc ça, c'est pour illustrer ça. Vous allez me dire, ouais, mais c'est Israël, ils sont plus... Ouais.
Ils n'étaient pas plus formés au départ, ils l'ont fait, ils ont mis en place des politiques et des stratégies pour le faire. La République dominicaine, je ne vais pas en parler beaucoup, elle est voisine de chez nous, c'est intéressant. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas, ils ont une stratégie, une politique scientifique, ils ont un ministère, ils ont toutes les structures qu'il faut pour développer le secteur. Vous savez que récemment, ils ont invité Elon Musk pour implanter les usines Tesla chez eux, ils ont déroulé le tapis rouge pour le faire. Le président Abinader, donc le président est dominicain, a une voiture Tesla qui appartient à l'État, que l'État a acheté pour lui. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ce sont des symboles qui montrent la vision et la volonté de se jeter corps et âme dans une voie, parce qu'on sait qu'elle produit de la valeur, et quand on produit de la valeur, on produit de la richesse, et quand on produit de la richesse, on a un développement économique. Je peux vous dire que pour avoir visité beaucoup de leur université, les Dominicains investissent énormément dans la recherche. Aujourd'hui, on ne le voit pas trop, parce qu'ils ont énormément de jeunes qui sont dans des universités américaines, européennes, en train de faire des doctorats dans des domaines tels que nanotechnologie, intelligence artificielle. Probablement que d'ici 5 à 10 ans, le paysage de la recherche scientifique en République dominicaine va changer radicalement. Nous, on est encore en train de se demander si la science sert à quelque chose. Parce que même si, d'une manière générale, Haïti, lorsqu'on présente Haïti dans les classements, Haïti est souvent présenté comme le plus mauvais élève de la classe ou le plus mauvais. Parfois vrai, c'est parfois pas justifié, mais ce qui est intéressant à voir ici, c'est que la Caraïbe, le meilleur élève de la classe n'est pas tellement plus avancé que le plus mauvais élève de la classe. Ça veut dire que si le plus mauvais élève de la classe travaille un peu, fait ce qu'il faut, il peut très vite rattraper, voire dépasser le meilleur élève. Vous verrez que, par exemple, le nombre de patentes, vous avez ici une étude, un rapport de l'UNESCO pour la science, pour la CARICOM, d'une manière générale, c'était en quelle année? C'était sur une période de 5 ans, en commençant en 2013. Donc c'est quand même assez vieux en 2013, mais je ne pense pas que ça ait tellement changé depuis. Vous verrez qu'on est sur une moyenne pour 9 pays sur 5 ans. 9 pays sur 5 ans, on est sur 3 patentes par pays et par an. Donc même si Haïti n'en produit pas beaucoup, elle n'est pas tellement derrière ceux qui en produisent 1, 2 ou 3. Donc là aussi, il y a très moyen de rattraper très vite, voire dépasser, prendre des positions dans la Caraïbe, ce qui représente 4 millions de dollars US par pays et par an. Aujourd'hui, la richesse des pays, c'est les patentes, c'est la propriété intellectuelle, c'est ce genre de choses. Je vais sauter toute cette diapo parce que M. Guerrier me donne l'impression. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais partager avec vous ces quelques messages. Peut-être qu'ils peuvent vous faire réfléchir. Moi, ils m'ont fait réfléchir. Ils me font encore réfléchir jusqu'à présent en se disant mais comment est-ce qu'on peut saisir ces opportunités qui sont là, qui sont devant nous. Et on n'est pas plus bête que les Indiens, que les Chinois, que les Américains, que les Européens. Mais il faut travailler. Les opportunités à l'étranger que vous avez pour du travail à distance, les entreprises étrangères sont très exigeantes. Elles ne veulent pas des gens qui savent bien bricoler, elles veulent des gens qui sont très professionnels, ou qui sont proches d'être très professionnels. Donc c'est du travail. C'est pas, je veux dire, le fruit n'est pas tout en bas de l'arbre. Il faut aller le cueillir. Okay? Donc il faut travailler pour ça. Et les opportunités sont là.